Bonjour à toutes et à tous. Bon matin, bonne fin d'après-midi, selon de quel côté de l'océan Atlantique vous vous trouvez en ce moment. Nous en sommes aujourd'hui à notre troisième et dernière journée de ce cycle de conférences intitulé Lecture éco-poétique des littératures autochtones du Québec, organisé par Diana Mistreanu et moi-même. Diana a organisé ce cycle de conférences dans le cadre de son séjour de recherche au CRIL grâce à la bourse Jean-Cléo Godin et également au soutien financier de l'AIEQ. Et donc, le cycle de conférences s'inscrit dans le cadre des activités du CRIL, mais aussi de la chaire de leadership en enseignement sur les littératures autochtones au Québec, Maurice Lemire, dont je suis la titulaire depuis juin 2022. Sans refaire l'introduction, puisque nous en sommes à notre troisième journée, mais pour redire certaines choses pour les personnes qui se joignent à nous pour la première fois peut-être, l'idée derrière ce cycle de conférences, c'était oui d'approcher les enjeux éco-poétiques des littératures autochtones, de poser un regard critique scientifique sur les littératures produites dans le contexte du Québec actuel, mais aussi vraiment d'ouvrir le milieu de la recherche à l'internationalisation, donc de mettre en relation, en contact des chercheurs, des chercheuses de différentes universités, tant en Europe qu'au Québec, voire au Canada, pour développer des liens de solidarité, de coopération dans ce champ de recherche qui demeure encore à ce jour émergent dans la francophonie. Donc, c'est vraiment un plaisir de co-organiser avec Diana ce cycle de conférences et d'avoir encore aujourd'hui une discussion riche autour d'un sujet différent et passionnant dans le cadre d'une conférence qui sera donnée par Doris Albe et qui sera animée par Malou Brouard. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à Malou qui va pouvoir introduire notre conférencière de la journée. Voilà. Merci Marie-Ève. Bonjour à toutes et tous. Et je voulais d'abord remercier Diana et Marie-Ève d'avoir organisé ce cycle de conférences et de m'avoir invité à animer cette dernière session. Je suis vraiment ravie de cet échange international qui a jusqu'ici vraiment été très intéressant, très inspirant et très vivant aussi. Il y avait beaucoup de discussions, de conversations. Donc c'est bien. J'espère que ça continue aujourd'hui. Et j'ai vraiment hâte d'écouter Doris Eibel aujourd'hui. Mais avant de la introduire, je voulais reconnaître que je vous parle de Amiskwachiwaskaikan, ce qu'on appelle aujourd'hui Edmonton. Et je me trouve sur le territoire du Traité 6 et Fort Edmonton Métis District, territoire des Cris, Niitsitapi au Pied-Noir, Dene Anishinaabe et Nakota Sioux. Aujourd'hui, nous avons jusqu'à, bon, pour moi, 10h30, mais à Montréal, midi et demi. Alors, donc, après la conférence de Doris, on aura plein de temps pour des questions, pour des commentaires, des discussions, des conversations. Donc, à vous de penser à des questions. Et voilà, donc, je vous présente notre intervenante d'aujourd'hui, Doris Eibel. Doris Eibel enseigne les littératures françaises et québécoises du 20e et 21e siècle au département des langues et littératures romanes de l'Université d'Innsbruck en Autriche. Elle a publié de nombreux articles sur des questions de mémoire, d'identité et de filiation, entre autres sur les œuvres de Ying Chen, Annie Ernaux, Anne Hébert, Régine Robien et plein d'autres, ainsi que sur les relations entre texte et image. En 2009, elle a co-dirigé avec Caroline Rosenthal Space and Gender, Spaces of Difference in Canadian Women's Writing, ou Espace de différence dans l'écriture canadienne au féminin. Et parmi ses plus récentes publications figurent les relations entre hommes et animaux dans les cultures, littérature et médias francophones avec Christophe Vata en 2020 et aussi en 2020 Zukunft ou Utopie avec David Winkler-Abner. Et depuis janvier 2022, elle dirige le Centre d'études canadiennes de l'Université d'Innsbruck. Et sur une note plus personnelle, quand nous nous sommes rencontrés il y a quelques semaines, je me suis rendu compte que Doris Eibel a fait un séjour de recherche à l'Université d'Alberta, au Worth Institute, qui est juste à côté de mon bureau, en fait. Donc, c'est bien possible qu'on s'est croisés avant aujourd'hui. Donc, voilà, Doris, je vous laisse la parole. Ben, merci beaucoup de m'avoir invité à participer à ce cycle de conférences.
et de pouvoir à nouveau m'aventurer dans ce vaste domaine des futurismes autochtones que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire lors d'une intervention de Chelsea Vowell dans le cadre du colloque annuel de l'Association des études canadiennes dans les pays germanophones. Et j'étais tellement fascinée à l'époque que je me suis posé la question tout de suite, ou presque, s'il y avait également au Québec quelque chose comme des futurismes autochtones. Donc, je me suis mise à la recherche pour vous dire la vérité, et vous allez voir, je n'ai pas trouvé beaucoup de choses. Donc, ce phénomène de futurisme autochtone n'est pas encore véritablement arrivé au Québec, probablement pour des raisons très différentes. En tout cas, aujourd'hui, et c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec ma conférence, mais peut-être avec des questions d'écologie ou de changement climatique, je voudrais partager quelque chose avec vous. Je regarde par la fenêtre de mon bureau et normalement, je vois les montagnes. J'ai une vue superbe sur les montagnes, sur les Alpes. Et aujourd'hui, je ne vois pratiquement pas les montagnes parce que tout est couvert d'un étrange brouillard. Et je n'ai compris qu'hier, parce que ça dure depuis quelques jours, que c'est les particules fines des feux de forêt canadiens en ce moment, qui sont propulsées vers le ciel et puis transportées par le vent vers l'Europe centrale. Donc, c'est un phénomène quand même étrange, et je me sens rapprochée bizarrement de l'espace canadien aujourd'hui avec cette vue qui m'est barrée en quelque sorte. Étrange phénomène. Donc, comme Elena hier, je voudrais souligner que je ne suis pas une spécialiste de la littérature autochtone. C'est un champ que je suis en train de découvrir petit à petit, parce que en général, je travaille surtout sur la littérature québécoise à proprement parler, c'est-à-dire la littérature québécoise migrante, cosmopolite, mais aussi, comme on disait à l'époque, de souche. Et la littérature autochtone du Québec est pour moi un champ que je viens de commencer à découvrir et qui me passionne beaucoup. Jusqu'ici, je me suis essentiellement posé la question comment les Québécois se positionnent face au peuple, aux Premières Nations, face aux autochtones, face à leur passé commun, et comment ils gèrent dans les littératures cette expérience ou cette rencontre qui est complexe et difficile. Voilà. Je suis, comme l'a dit Elena hier, je suis bien entendu une chercheuse blanche. Mes connaissances des histoires autochtones sont limitées, et je n'ai aucune connaissance des langues autochtones. Donc, je m'approche de ce phénomène, de ce domaine, de ce champ, de l'extérieur, avec mon savoir d'européenne et le savoir que j'ai acquis au cours de décennies sur le Québec. Mais c'est certainement un savoir extrêmement lacunaire. Je vais donc vous parler des archéologies du futur autochtone entre imaginaire apocalyptique et autonomisation, tout en vous parlant de futurisme autochtone, d'indigenous futurisms. Et je dois vous dire d'emblée que pour moi, le terme futurisme est complexe et difficile, parce que j'ai beaucoup travaillé sur les avant-gardes historiques du XXe siècle en Europe, c'est-à-dire sur le surréalisme, sur Dada, et aussi sur le futurisme.
Et le futurisme, pour moi, est associé à toute autre chose et je trébuche régulièrement sur cette expression, et cela d'autant plus que le futurisme européen du début du XXe siècle est lié pour moi, au fascisme qui vont émerger à partir des années 10 hein, et vont s'implanter à partir des années 20. Donc, pour une Européenne, le terme futurisme est complexe et pas toujours facile à gérer. Et je me suis posé pendant très longtemps la question comment moi personnellement je remplacerais cette expression et j'ai trouvé le terme d'archéologie du futur parce que je pense c'est aussi un peu ça qui se passe dans ce texte ou qui sous-tend le projet de ces textes et d'autres phénomènes, d'autres expressions artistiques. Donc, je commence avec une sorte d'introduction que j'ai intitulée des Indigenous Futurisms, futurisme autochtone à une archéologie du futur. Par la suite, je voudrais notamment vous parler de Wapke. J'avais au départ prévu aussi de parler d'aquarium, mais Judy Curtness, mais j'ai pas assez de temps. Hein, donc, je vais me concentrer essentiellement sur Wapke. Je vais essayer de le situer dans le contexte de quelques phénomènes de futurisme autochtone au Québec. Et puis, je vais vous présenter le recueil de nouvelles, parce que Wapke, vous savez probablement, est un recueil de nouvelles d'anticipation, dirais-je, aussi par moments avec des touches de science-fiction, mais plutôt d'anticipation, je dirais. Et je vais essayer de relever les perspectives et stratégies narratives de ces nouvelles, et puis essayer de conclure. Voilà. Donc, dès les années 1990, les auteurs et artistes de la Renaissance autochtone ont choisi les stratégies esthétiques les plus diverses, souvent entre poésie, prose et performance, pour articuler leur réalité vécue et leurs souffrances endurées, en même temps que leur résistance sans cesse renouvelée à l'appropriation territoriale et à l'assimilation culturelle. Ils ont creusé, porté à la lumière, corrigé et dénoncé le silence, l'oubli, les violences coloniales du passé et du présent. Ce geste archéologique a emprunté, depuis le début du millénaire et d'abord dans un contexte autochtone anglophone, une voie intéressante vers ce que l'auteure et chercheuse américaine Grace Delian en 2012 a qualifié d'Indigenous Futurisms dans l'introduction de Walking the Clouds, an anthology of Indigenous science fiction. La notion d'Indigenous Futurisms ou de futurisme autochtone se référait à l'origine à des textes de science-fiction ou de fiction d'anticipation, de fiction spéculative, écrits par des auteurs autochtones de la côte ouest. La notion, tout comme les thématiques développées, était directement inspirée de l'afrofuturisme, une forme de cyberculture qui était en train de se développer dès le début des années 1990. Le concept d'afrofuturisme se concrétisait alors à partir d'une suite d'interviews menées par Mark Derry avec l'auteur de science-fiction Samuel A. Delany, le musicien, producteur et essayiste Greg Tate et la sociologue Tricia Rose, se proposant de relier l'art, la créativité et l'activisme aux possibilités des nouvelles technologies dans le but de repenser l'identité noire et d'élargir son agentivité. Je voudrais juste dire tout de suite qu'il y a des chercheurs et chercheuses qui disent
que l'afrofuturisme commence déjà bien plus tôt, à la fin des années 50 et surtout dans les années 60. Mais bien entendu, à l'époque, avec d'autres prérogatives, d'autres possibilités aussi d'expression artistique. Et ici, on est vraiment au début des révolutions technologiques dans les années 90. Euh, pour les artistes de la fin des années 80 et 90, il s'agissait, mais non seulement pour les artistes, mais aussi pour les écrivains, euh, et donc pour les écrivains de l'afrofuturisme, il s'agissait de revendiquer, réinventer et réinterpréter le passé et le présent pour imaginer un avenir émancipateur tel que nous le rencontrons par exemple dans les parables d'Olivia E. Butler. Par exemple, vous les connaissez, j'imagine, Parable of the Sower de 1993 et Parable of the Talents de 1998. C'est précisément sur ces aspects que s'appuient les futurismes autochtones, tout en développant par ailleurs leur philosophie propre et des esthétiques très diversifiées. Les futurismes autochtones ont généralement en commun de mettre en avant que les peuples autochtones ont déjà survécu à une apocalypse, à savoir celle du colonialisme et de ses conséquences destructrices. De ce fait, ils perçoivent les autochtones comme des survivants par excellence dans un présent dystopique qui est le résultat des pratiques coloniales occidentales, dont par exemple les déplacements forcés, les pensionnats pour enfants indiens, la disparition continue des langues autochtones, tout comme la pollution nucléaire, l'extraction, l'esclavage, le réchauffement climatique, la déforestation, la construction de barrages, le déplacement de cours d'eau et ainsi de suite. Forts de leurs expériences de survivants, et c'est là précisément ce que désirent raconter la plupart de ces textes d'anticipation, les autochtones se projettent d'un présent dystopique vers des futurs relationnels où toutes les choses humaines et non humaines sont liées. En réponse aux contextes environnementaux, sociaux et politiques actuels, les futurismes autochtones proposent donc des formes de narration dans lesquelles les auteurs, par la voie de la fiction d'anticipation, remettent en question l'hégémonie politique, économique et culturelle du néocolonialisme et imaginent des futurs dans la continuation d'un cheminement spirituel et culturel qui n'a pas été brisé par le génocide culturel et la destruction. Les socialités imaginées et racontées s'inspirent clairement d'une éthique de la relationnalité et aussi de la relation au sens de narration aussi. Donc la narration et tout ce qu'elle implique comme transmission. Donc dans l'esprit de cette éthique, qui reconfigure les liens entre le passé, le présent et l'avenir dans une vision de temporalité enchevêtrée. La lutte des futurismes autochtones ne porte définitivement plus en premier lieu sur le contrôle des archives au nom de l'avenir. Il s'agit bien plus de mettre en avant des contre-avenirs qui relèvent d'un effort imaginaire et interprétatif que l'on pourrait qualifier aussi d'archéologie du futur, et cela à partir d'une perception du savoir pour laquelle la convergence de tradition, de mémoire et de transmission est constitutive. Enfin, il est aussi essentiel pour les futurismes autochtones de montrer qu'il existe un avenir pour les peuples autochtones. Dans son article Coming to You from the Indigenous Future, Native Women, Speculative Film Shorts and the Art of the Possible, Danica Medak-Saltzman souligne avec force, je cite, Since native presence in North America by colonial design is always already vanishing, rendering indigenous futures impossible,
Inserting ourselves into future narratives as subjects, authors, and participants in futurity is a particularly powerful act. Donc c'était un peu mon résumé, des futurismes autochtones et de leur but, de leur philosophie, de leur esthétique aussi. Et je voudrais maintenant, vous parler, ou situer, le recueil Wapké, qui a été édité, dirigé par, Michel Jean, et qui a été publié en 2021 dans le contexte, de quelques phénomènes, de futurisme autochtone au Québec. Wapké est un recueil de nouvelles de factures très différentes, donc comme je l'ai déjà dit, publié par Michel Jean en 2021, et peut être considéré comme une tentative d'explorer les possibilités d'une archéologie du futur dans un contexte québécois. Dans un contexte de cette province. Avant de présenter plus en détail ce recueil, il m'importe de souligner que les futurismes autochtones n'ont pas joué jusqu'à présent, et je l'ai déjà dit, au Québec, un rôle important, ni pour les littératures autochtones de langue française, ni pour les autres expressions artistiques. Les exemples de l'artiste Scavenati et de l'exposition Leg, conçue par Louis Carl Picard avec le concours de Marie-André Gill, confirment cette règle. Et vous voyez là sur le transparent une petite présentation et surtout un petit teaser pour vous inspirer ou pour vous dire d'aller voir sur le site ce beau projet très intéressant, multidisciplinaire, où des textes lus et des œuvres visuelles se donnent la main et explorent justement des possibilités ou des futurs possibles. L'artiste Scavenati que j'ai mentionné est extrêmement intéressante et probablement très peu connue chez les Québécois de langue française parce qu'elle est anglophone, elle est mohawk et appartient probablement à un milieu, à un milieu artistique bien différent de celui qui est communément accessible. Cependant, je vous conseille, je vous recommande chaudement d'aller voir ce qu'elle fait parce qu'elle est à bien d'égards pionnière, notamment comme artiste qui explore les possibilités du cyberspace. Elle a conçu un projet entre 2008 et 2013 qu'elle a intitulé Time Traveler. Et c'est un projet proprement futuriste et autochtone où elle explore le passé et le futur à travers des changements dans le temps et dans des dimensions variées à partir d'une expression que je connais très peu, c'est-à-dire elle utilise le cyberspace et crée des machinimas et des machinimagraphes, c'est-à-dire des petits films et des images fixes qui sont réalisées dans un environnement virtuel. Et elle lie ces petits films et ces images fixes à des sculptures. Elle se fait aussi créatrice de mode et elle expérimente avec des performances. Et tout ça, elle le relie sur son site web. Donc, Time Traveler est une série machinima de 9 épisodes d'une dizaine d'images fixes d'une sculpture imprimée en 3D qu'elle appelle Hunter Mega Figurine
Et l'ensemble raconte l'aventure d'un jeune homme Mohawk appelé Hunter qui vit au 22e siècle et qui, à partir de ce futur par rapport à notre présent, décide d'utiliser un système ludo-éducatif, time traveler, hein, pour entreprendre un voyage dans le passé. Et au cours de ce voyage est explorée toute l'histoire des autochtones au Canada depuis l'arrivée des Européens jusque vers un futur assez étonnant où les autochtones réussissent dans une société à laquelle ils contribuent à part égale, pour ainsi dire. Voilà, donc je vous conseille de jeter un coup d'œil sur ces cinémas extrêmement intéressants. J'arrive au corpus que je voudrais présenter et étudier ou analyser de plus près aujourd'hui. C'est donc le recueil Wapke, dirigé, édité par Michel Jean, et qui rassemble un nombre de nouvelles par des auteurs qui représentent aujourd'hui la Renaissance autochtone dans un contexte québécois et francophone. Donc, il y a Marie-André Gill, Louis-Carl Bicard-Sioui, Virginia Pessemapé au bord de l'eau, Michel Jean, Jean Sioui, Judy Curtness, Natacha Canapoff, P. Fontaine et même Joséphine Pacon qui ont contribué à ce recueil. Je vous signale aussi que ce recueil a été traduit en allemand, chose étonnante parce que il n'y en a pas tellement de traductions. Il y en a, mais c'est souvent très aléatoire, je me dis, ce qui est traduit. Mais ce recueil est traduit. Donc, on peut considérer Wapke comme un premier recueil de fiction d'anticipation autochtone au Québec. Et Wapke, vous le savez, ça veut dire à demain. Et je voudrais essayer, dans un premier pas, je voudrais essayer de catégoriser ou de créer des catégories pour nous permettre d'avoir une sorte d'aperçu de ce qui est traité dans ces nouvelles. Il y a d'abord des nouvelles euh, qui, euh, euh, qui mettent en place des contextes futurs après des catastrophes et qui regardent de ce futur sur le passé. Parmi les textes qui font ça, on trouve 10 jours sur écorce de bouleau de Marie-André Gill, Les enfants lumière de Virginia Pessemapé au bord de l'eau, Les grands arbres de Michel Jean et Kanatapé et Ishkueu de Naomi Kanapé. Et je m'excuse d'emblée pour toute faute de prononciation. Désolée. Puis, il y a un certain nombre de nouvelles qui racontent des futurs dystopiques dans une logique coloniale, comme Katia Bacon avec Cécile, Judy Curtness avec Les saucisses, Isabelle Bicard avec Le quatrième monde et Alissa Jérôme avec Wapush Unaikan. Et une nouvelle qui met en scène des temporalités superposées et un voyage dans le temps extrêmement intéressant. C'est La hache et le glaive de Louis-Carl Sioui Picard. Et c'est peut-être la nouvelle qui nous rapproche le plus de la facture que nous connaissons de différentes science-fiction. Il y a un voyage dans le temps, il y a deux camps opposés, il y a les bons et les mauvais, il y a des luttes et il y a il y a des enjeux de colonisation, bien entendu, comme on en trouve souvent dans les science-fiction occidentales. Des enjeux de colonisation
qui sont démantelés par ceux qui s'opposent à cette colonisation, qui essaient de l'empêcher. Et puis, on a aussi une nouvelle qui raconte un cheminement du passé présent ou d'un passé présent dystopique vers une renaissance. Et c'est la nouvelle Pacan, autrement Pacan de Cindy Wilde. Donc, ce sont à peu près les grandes catégories que j'ai pu repérer. Je voudrais maintenant vous présenter de plus près la première catégorie, c'est-à-dire celle des nouvelles qui créent des contextes futurs après des catastrophes et qui regardent depuis ce futur sur le passé. Je voudrais, dans un premier temps, parler de deux nouvelles, plus précisément de 10 jours sur écorce de bouleau, qui raconte une histoire qui se passe juste après une catastrophe. Donc, on est très proche de la catastrophe qui a poussé des personnes à repenser leur vie, à vivre différemment. Et puis, une deuxième nouvelle, Les Grands Arbres de Michel Jean, où cette catastrophe est déjà très très loin, hein, et où le retour aux manières des anciens, pour ainsi dire, a déjà superposé le passé, dont on ne garde plus que des traces étonnantes, et je vais y revenir. Les deux nouvelles racontent un retour à la forêt après les catastrophes, un retour au savoir et techniques anciennes aussi. Chez Gill, par exemple, il est question d'une jambe cassée d'un jeune homme, d'un garçon en fait, et de la guérison de sa jambe avec une attelle de bois et de tissu. Pardon. Il est traité aux plantes médicinales traditionnelles et il est beaucoup question aussi de l'autorité des rêves. Parce que ce jeune garçon, il va rêver que quelqu'un va venir à les voir dans leur camp et en effet, des gens vont venir et vont se joindre à eux. Il est beaucoup question aussi de la chasse, hein, en détail, comment on dépèce, comment on fume, comment on récupère tout, comment on utilise tout d'un animal chassé, tué, puis de nourriture, de conservation, et comment fonctionne une communauté à partir du savoir des anciens. Donc, c'est aussi à chaque fois un peu une initiation à une transmission, à un savoir transmis et qui surplante des restes d'une soi-disant civilisation parce que chez Gill, par exemple, les autochtones qui se sont retirés dans la forêt ont encore des balles, donc ils chassent encore avec des fusils. Il y a aussi une radio à l'énergie solaire, mais bientôt, ils le savent, il n'y aura plus de balles et ils vont être obligés de se débrouiller sans les outils d'une civilisation occidentale anéantie. Mais ils disposent du savoir pour pouvoir survivre dans ce contexte. Par moments, il y a aussi une certaine nostalgie du narrateur, du jeune garçon, qui pense à la pizza, aux frites, à la poutine, à sa console de jeu, mais il est bien conscient de la vanité de ces objets aussi et aussi de ces nourritures. Et il a une sorte de volonté de se projeter dans un avenir différent. Chez Michel Jean, le passé est déjà légende. Les grands arbres dont il est question sont les gratte-ciel de Toronto, d'une ville de Toronto qui n'existe plus. Euh, et on se trouve donc dans un avenir où les autochtones se sont retrouvés,
ou réintégrer la vie de leurs ancêtres et où ils choisissent régulièrement dans un rituel une jeune personne qui, dans une sorte de voyage d'initiation, traverse la forêt jusqu'au lac Ontario et puis se rapproche de ces grands arbres pour comprendre aussi la futilité de ces gratte-ciel et de la catastrophe qui s'est passée, parce qu'à l'intérieur de ces grands arbres qui sont les gratte-ciel se trouvent les os des gens décédés qui vont tomber en poussière. Euh, euh, la jeune femme choisit pour faire ce voyage initiatique dit à un moment donné les habitations monstrueuses d'un monde oublié que la grande inondation dont parlent les anciens avait submergé et où maintenant des dizaines de milliers d'humains retournaient peu à peu à la poussière. Euh, la civilisation dont il est assez régulièrement question est toujours une civilisation remise en question, une civilisation bancale. Et chez Gill, nous lisons ou nous entendons dire la narratrice, être civilisé, c'est prendre soin des choses vivantes qu'elle dit. Donc, et dans le monde où on vivait, c'était le contraire. C'est pour ça qu'on est rendu là. Nous tous a beaucoup étudié ces questions-là. Elle est allée à l'université. Donc, la civilisation est jugée et considérée, cette ancienne civilisation, comme une civilisation qui, malgré son érudition et son éducation, n'a pas pu prendre soin des choses vivantes et s'est anéantie en raison de cette incapacité. Virginia Pessimapé au bord de l'eau et Naomi Canapé-Fontaine explorent les changements, le recommencement, la renaissance après une catastrophe et puise au fond s'aventure, si je puis dire, dans des mondes parallèles ou met en scène des mondes parallèles. Par exemple, chez PCMAP au bord de l'eau, il est question d'une destruction due au réchauffement climatique. On est dans une situation sans avenir, des catastrophes naturelles, des pandémies, la disparition des glaciers et des crites. Et dans ce monde qui tombe en miettes, dont il ne reste plus grand-chose, quelques survivants se sont retirés sur les hautes terres de l'Abitibi. Et étonnamment, ce n'est pas une groupe autochtone à proprement parler, mais un groupe où il y a aussi des autochtones, mais c'est un groupe multiethnique avec une large population autochtone. Et ce groupe va essayer de se réinventer à partir du savoir des anciens autochtones. Et au fil des années, je vous lis une citation, au fil des années, des enfants de toutes les nuances possibles du genre humain animèrent les maisonnées et le grand village cosmopolite. Ils parlaient plusieurs langues à la fois, en mêlant les mots, inventant ainsi un langage unifié, tout comme ils créeraient avec le temps une humanité sans race. Donc, c'est une vision assez particulière dans ce contexte, dans le contexte de ces nouvelles.
Naomi Canapé-Fontaine, dans sa nouvelle, euh, il y a d'abord un réchauffement et puis une nouvelle ère glaciaire à laquelle les personnes réussissent de s'adapter, à s'adapter pardon, grâce aux technologies nouvelles et grâce au savoir des anciens. Hein. Euh, cette, euh, euh, cette nouvelle ère glaciaire provoque aussi la libération des pays africains parce que l'Afrique, en raison de cette ère glaciaire, est peut-être est un des continents habitables. Dans cette nouvelle société, il y a une démocratisation du savoir. Il y a une démocratisation d'un savoir qui s'appuie sur le savoir des autochtones, parce que ce sont eux qui détiennent le savoir de la survie. Et dans cette société, les autochtones constituent 37% de la population dans les États unifiés du Kanata-Bé. Et durant 20 ans, le Kanata-Bé, je cite, suivant les savoirs ancestraux des peuples autochtones de son territoire, entreprend la construction de nombreuses infrastructures géantes au-dessus des villes et des métropoles afin que la neige et le froid extrême ne viennent pas déranger la vie humaine et le reste des êtres vivants. Euh, cette, euh, cette nouvelle est extrêmement intéressante parce que dans la deuxième partie de la nouvelle, la protagoniste Kani se réveille, c'est une narratrice à la première personne, se réveille dans un village et découvre un monde parallèle, ancestral, où elle dialogue avec Kanukateu tout en faisant passer en revue l'histoire du XXIe siècle. Et en tant que lectrice ou lecteur, on a du mal à savoir si on est dans un rêve ou dans une réalité. Et je pense que c'est une stratégie très voulue de nous laisser dans l'incertain. Kani raconte le nouvel État qui s'est formé, euh, euh, mais, mais comprend que ce monde dans lequel elle s'est réveillée, dans lequel elle se trouve, a, a une dimension beaucoup plus authentique, véridique. Hein. Et c'est Kanukateu qui lui explique que là où elle se trouve, que ce côté, que l'espace où elle se trouve est invisible aux êtres humains et encore plus aux êtres artificiels, puisqu'il leur manque le don de la sensibilité à l'environnement et que nos ancêtres les plus anciens utilisaient jadis cette membrane invisible pour se protéger des dangers de la civilisation. Donc, on est vraiment maintenant dans cette idée de monde parallèle, de monde qui existe parallèlement et un certain don de télépathie est revendiqué pour pouvoir passer d'un monde à l'autre. Et ce don nécessite nécessite un savoir que les gens n'ont plus, un savoir réservé peut-être aux esprits qui apparaissent à Kani dans son rêve ou à quelques élus dans une réalité autre. Je voudrais maintenant passer au futur dystopique qui se présente dans une logique coloniale et dans ces nouvelles qui s'aventurent dans des espaces dystopiques, euh, comme par exemple Cécile de Katia Bakou ou voilà. J'ai
j'ai choisi celle-là, pardon. Il est beaucoup question d'aliénation et de solitude dans une situation de surveillance dystopique que nous connaissons de George Orwell, par exemple. Euh, et la situation dans laquelle se retrouve une protagoniste très âgée qui a presque 200 ans et qui connaît, qui a vu plusieurs générations après elle. Mm. Euh, dans cette situation, c'est une situation d'aliénation et de solitude surtout parce que Cécile est confinée la protagoniste Cécile est confinée à une maison où dans chaque pièce, il y a un écran, il y a des écrans par moment, il y a des caméras et il y a des tablettes distributrices pour la nourriture. Donc, nous nous retrouvons là véritablement dans une situation dystopique où tout obéit à une logique coloniale. Cécile, qui, lorsqu'elle était enfant, a parcouru les forêts avec ses parents, euh, qui a traversé, qui a marché, comme on a dit hier, la marche est très importante, se retrouve dans une sorte de réserve solitaire qui a été créée par des dirigeants, par les nouveaux dirigeants qui ont pris le pouvoir après 3 guerres et après le bombardement des villes. Et je cite, les nouveaux dirigeants, dans l'espoir de calmer un peuple en colère, ont décidé, il y a plusieurs années, d'interdire les sorties. Il devenait dangereux pour quiconque d'aller dehors. Les manifestations fréquentes, les multiples attentats et les innombrables attaques ont eu raison de la sécurité nationale. Des mesures draconiennes ont été mises en place afin d'éviter toute transgression à cette loi. Euh, et Cécile, cette protagoniste, Katia Bacon, elle vit dans un monde de souvenirs. Elle regarde des albums de photos hein, et sa vie individuelle nous apparaît à nous, les lectrices et lecteurs, comme un miroir des traumatismes collectifs des autochtones dans tout le passé, à travers les siècles, mais notamment au XXe et au début du XXIe siècle. Donc ça, c'est un exemple pour un futur dystopique où il n'y a pas de, où il n'y a pas de, il n'y a aucune issue, hein, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de perspective positive. Et dans ce sens-là, cette nouvelle est un peu atypique, tout comme aussi la nouvelle de Chili Curtness, qui, qui, elle non plus, ne propose aucune vision positive d'avenir. En dernier exemple, je voudrais vous présenter la nouvelle de Cindy White, qui nous mène d'un passé présent dystopique vers la Renaissance. J'ai beaucoup aimé cette nouvelle qui raconte ou qui thématise de manière très convaincante une filiation féminine de la grand-mère Kanena à Nibi et à la petite fille Maïka. C'est une filiation, plusieurs générations de femmes qui vivent des grossesses sans relation sexuelle et qui finissent par comprendre que le système au pouvoir leur a implanté des puces provoquant des grossesses sans père dans le but d'anéantir ce qu'on pourrait appeler l'indianité ou le statut aussi qui permet aux Indiens de se renaître comme tels. Donc, de père inconnu,
les enfants n'ont plus le droit d'être inscrits au registre des Indiens, nous dit Wild. Et l'implantation des puces a été réalisée en raison de ce projet ou dans ce but-là. Il est beaucoup question aussi dans ce texte aussi des pandémies, de celles de 2020, mais aussi de pandémies postérieures. Les pandémies se succèdent et de leurs conséquences, notamment pour les autochtones, des inégalités sociales accentuées à cause de ces pandémies et aussi du frein que la pandémie de 2020 était pour les mouvements autochtones comme par exemple Idle No More. Il est beaucoup question aussi d'un démantèlement de la démocratie, de l'implantation d'un absolutisme total et d'assimilation et d'aliénation. Mais lorsque Maïka comprend qu'elle a aussi, elle, une puce implantée, elle, elle est transportée dans une rage extrême et cette rage fait qu'elle se réveille dans une situation de renouvellement, renaissance. Elle se réveille et voit autour d'elle des outardes, des ailes d'outardes, puis elle comprend que des animaux sont autour d'elle et elle finit par deviner qu'elle vit, elle, la renaissance de l'île de la Tortue, que sa rage extrême en réaction au traitement subi lui a donné ou a décidé le créateur de recréer une deuxième île de la Tortue. Et un soir de pleine lune, les deux figures que je ne vais pas prononcer, clés de la cosmogonie autochtone, demandent au créateur la raison de cette nouvelle œuvre, la seconde tortue, la seconde terre-mère, et le créateur répond sur un ton posé: j'ai laissé l'humain aller, la destruction ne s'arrêtera jamais, et le dos de la première tortue était incapable de supporter davantage les douleurs qu'on lui infligeait. Mieux valait la recréer, Pacan, autrement. La première terre-mère, telle que vous l'avez connue, est en train de s'écrouler. Donc, cette nouvelle a recours, comme pratiquement toutes les autres nouvelles aussi, aux histoires et légendes anciennes des autochtones, parce que c'en est là une caractéristique pour les futurismes autochtones, tout en créant des futurs par moments avec des visions technologiques assez poussées. Ils intègrent tous le savoir des ancêtres et les anciennes histoires ainsi que leur spiritualité propre. Pour conclure, en lisant ces nouvelles, je me suis posé une question qui m'a déjà préoccupée avant. C'est comment penser la liberté et l'émancipation au-delà d'une logique d'hégémonie et de progrès, et ce, en dehors de l'Europe et de l'Amérique du Nord blanc. Là, je pense que c'est une question qui nous préoccupe tous et toutes. Et c'est une question qui sous-tend toutes ces nouvelles, je pense. Medak Saltzman dit dans son article que j'ai déjà cité, projecting the value of our stories and ways of knowing into the future becomes a powerful means of supporting and participating in calls to imagine otherwise and aid in the Indigenous resurgence work as the center of Indigenous futurist endeavors. Et
Chelsea Val, je continue de citer pour terminer. Chelsea Val, dans un petit texte intitulé Writing toward a definition of Indigenous Futurism, qu'elle a publié en 2022, a dit Indigenous futurism are not merely synonymous with science fiction and fantasy, despite how they may be viewed as such within the mainstream. Indigenous futurists express their ontologies in various forms, and as Grace Dillian puts it, our ideas of body, mind, and spirit are true stories, not forms of fantasy. Uncovering Black Indigenous presence in the past, then asserting our existence in the present and into the future can be a way of seeing into or even making better futures. To me, this is a major component of Indigenous futurisms. Et donc, ce fait, ou tout ce qui est dit dans ces situations est inhérente à ce projet de WAPK et à pratiquement toutes les nouvelles. Je vous remercie, j'espère que je n'étais pas trop long, je n'ai pas regardé. Merci pour votre attention.